Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saison 4 de Banmi. Aujourd'hui, l'ambiance est un peu particulière. On enregistre en public au Forum des Images, dans un cinéma à Paris, dans le cadre du premier festival des cinéastes asio-descendants en France, le festival Cinémasio. Mon invité du jour est une figure majeure de la fiction mondiale. C'est l'une de ces plumes qui, dans l'ombre, façonne les récits qui nous font vibrer devant nos écrans. Vous avez forcément croisé son travail. Il a écrit pour l'élite de la télévision française avec la série 10% ou Le Bureau des légendes. Il nous a fait frissonner avec Marianne sur Netflix et il a récemment marqué l'histoire en remportant un International Emmy Award pour Les Gouttes de Dieu. Mais au-delà de son CV vertigineux qui l'emmène aujourd'hui jusqu'au bureau de HBO aux États-Unis, c'est son parcours de vie qui me touche particulièrement. C'est l'histoire d'un homme qui, à 35 ans, a eu le courage de tout plaquer pour recommencer à zéro. Un homme qui prouve que la légitimité ne se demande pas, elle se construit entre sa culture vietnamienne, son héritage français et ses projets en langue anglaise. Il navigue entre les mondes avec une fluidité fascinante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir dans Banmi Quoc Dang Tran. Bonne écoute à toutes et à tous. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve un dimanche sur 2 pour un nouvel épisode. Pose-toi avec moi et écoute ce que je t'ai préparé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banmi saison 4. Aujourd'hui, donc, nous enregistrons en public au Forum des Images pour le festival Cinémasio. Mon invité, c'est une figure majeure de la fiction mondiale, scénariste pour 10%, Le Bureau des légendes, Parallèle pour Disney+, créateur de L'Angoisse avec Marianne sur Netflix. Il a récemment marqué l'histoire en remportant un International Emmy Award pour Les Gouttes de Dieu. Mais avant d'être le scénariste que HBO et Disney+ s'arrachent, il a eu aussi une autre vie. À 35 ans, il a tout quitté pour recommencer à zéro. Quoc, bonjour, et comment vas-tu ? Bonjour, merci, je vais bien et merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un réel honneur de te recevoir. Merci à tous. Voilà. Alors, à 35 ans, comme je l'ai dit, tu décides de changer de vie pour devenir scénariste. Comment on gère ce moment où on se dit « je recommence à zéro » et quel a été le déclic pour franchir le pas dans un milieu qui paraît quand même assez fermé, qui est le monde du cinéma, de la série, de l'audiovisuel. Un rapide contexte, moi j'ai fait une école de commerce à la base sans conviction, parce que mes parents voulaient que je fasse quelque chose qui puisse me faire vivre. Et donc j'ai fait ça. Et ensuite j'ai travaillé pendant 10 ans en entreprise et j'ai travaillé en 10 ans, j'ai travaillé dans 4 entreprises différentes, ce qui, pour un Gen Z aujourd'hui, c'est 4 boîtes en 10 ans. Franchement, je fais ça en un an. Mais moi, à l'époque, c'était une époque où quand même la sécurité de l'emploi voulait dire quelque chose et faire carrière en entreprise voulait aussi dire quelque chose. Et moi, je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puisque ma première boîte, j'ai tenu 4 ans, ma deuxième boîte 3 ans, ma troisième boîte 2 ans, et ainsi de suite. Et donc, je me souviens de ce jour où je suis en costume cravate et je vais aller travailler, je vais voir des clients. Je sors du parking et j'ai une sorte d'angoisse monumentale et ça commence comme ça. Et c'est un peu le sentiment que vous avez quand vous êtes enfant et que votre mère vient vous réveiller pour aller à l'école et qu'on est en plein hiver, qu'il fait froid, noir dehors, et il dit il faut se lever et t'as pas envie, quoi. Et on ajoute à ça les angoisses existentielles que tu peux avoir à 35 ans de savoir si ce que tu fais est bien ou pas. Et donc moi, j'ai changé de métier à partir d'une crise existentielle. Et je pense que, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais je pense que la crise, dans l'étymologie de la crise, au départ, c'est un moment décisif. Ça veut aussi dire séparation, la séparation de l'avant et de l'après. Et moi, je crois que parfois, pour prendre certaines décisions dans la vie, il faut mordre la poussière, ou bien il faut toucher le fond. Et dans ce cas, c'était le cas. J'ai su qu'il fallait que je fasse autre chose, que je n'allais pas pouvoir tenir jusqu'à mes 64 ans, âge de la retraite, et qu'il me restait encore 30 ans à faire ce que je faisais. Et je me disais, c'est impossible. Donc, ce pas, il a été franchi plutôt facilement, parce que
quand on ne veut plus de quelque chose, on se pose moins de questions. Et donc, c'était pas du courage, parce que le courage, il faut avoir un peu une notion de peur, d'anticiper tout ça. Et moi, j'étais plutôt dans la témérité. Je me suis dit, je ne veux plus de ça, il faut que j'aille ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que le milieu est fermé. Oui, non. C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, parce que il y a des métiers, oui, comme avocat ou médecin, il faut avoir fait des études de droit ou de médecine. Scénariste, on peut avoir fait ce qu'on veut avant, ça n'a pas tellement d'importance. Après, il faut apprendre à écrire un scénario et raconter des histoires. Et peu importe si on est ébéniste, boulanger ou avocat ou professeur des écoles, et il y a des professeurs des écoles parmi les scénaristes, on peut, voilà, c'est un milieu où il faut juste trouver la porte d'entrée, ce qui n'est pas le plus compliqué. Mais donc c'est un milieu où je suis rentré en faisant une formation courte. Et pour répondre à ta question, j'ai ressenti une libération le jour où j'ai démissionné de mon boulot et j'ai eu mes premiers cours de scénario et je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Est-ce que tu as toujours eu cet attrait pour l'écriture avant du coup ton école de commerce ? Pas particulièrement, j'avais un attrait pour la littérature, oui. Je regardais beaucoup de séries, de films, mais je ne savais pas que c'était un métier. J'ai dû écrire 3 nouvelles de 3 pages quand j'avais 20 ans pour m'essayer à l'exercice, mais je n'avais pas de conviction profonde. C'est juste une fois que j'ai fait ma crise existentielle, j'ai fait une sorte de balayage de tous les métiers qui pouvaient m'intéresser. Il n'y en avait pas tant que ça en réalité. Et ce métier de scénariste, il m'est tombé dessus un peu par hasard. J'avais eu le souvenir d'un scénario que j'avais lu quelques années plus tôt et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça ? Donc c'est comme ça que je me suis lancé. En quoi ton job d'avant, du coup celui avant l'écriture, t'a servi et te sert encore aujourd'hui dans ton métier de scénariste ? Est-ce que ton background d'école de commerce, etc., te permet aussi d'ouvrir plus de portes ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que si on m'avait posé la question lorsque j'ai fait le saut, j'aurais dit ça m'a servi à rien ces 10 ans. Et en réalité, avec le recul aujourd'hui, bien sûr que ça m'a servi pour plusieurs raisons. Je pense que la plupart des scénaristes, à la base, sont des introvertis. Quand tu es scénariste, ça veut dire qu'il y a un enfant intérieur qui a envie de raconter des histoires. Mais voilà, donc les introvertis, s'il y en a dans la salle, vous savez quel est le problème majeur, c'est que quand on est dans un monde d'extravertis et que tout marche comme ça dans une société régie par des extravertis, mais il faut adopter leur code. Donc moi, je pense que ça m'a appris la sociabilité, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de sociable à la base. Donc j'ai dû sortir de moi-même, j'ai dû apprendre les codes des extravertis. J'ai dû aussi apprendre à communiquer clairement. Moi, j'ai l'habitude d'être très concis, voire trop concis. Donc, il a fallu que j'apprenne à faire fleurir un peu mes arguments et mes propos. Et ensuite, ça m'a aussi appris à ce que c'était que l'entreprise, qui est pas l'entreprise, c'est pas le diable. Hein. L'entreprise, c'est un endroit, et ça m'a permis de découvrir les structures, les hiérarchies, de comprendre qu'il y a des gens qui ont des objectifs qui ne sont pas nécessairement les tiens, ils ne te veulent pas forcément du mal, c'est qu'ils ont un autre agenda que toi. Et je pense que c'est important parce que parfois un scénariste, il est confronté à des producteurs, des réalisateurs, des diffuseurs, et leurs objectifs à eux sont pas nécessairement les tiens. Donc soit tu rentres dans une sorte de ressentiment, de rancœur, de colère, parce que tu dis mais vous comprenez pas le travail, le processus créatif. Mais eux, ils ont leur propre évidemment, ils ont leurs propres idées. Ça m'a aidé lorsque je rentre en réunion, que je ne suis pas toujours, je peux être en désaccord avec ce qu'ils disent, mais je suis jamais en colère contre eux. Et la colère, c'est un métier. Bon, pour ceux qui sont ici comédiens ou scénaristes, vous savez à quel point les refus sont nombreux. Donc il faut savoir encaisser ça. Il faut savoir ne pas se mettre en colère en permanence, parce que sinon on devient aigri. Et l'aigreur, je pense que c'est ce qui est le plus terrible. Personne n'a envie de commencer 25 ans avec plein de fougue et terminer plus tard avec ce ressentiment. Donc ça m'a appris un peu à prendre du recul et me dire, OK, il n'est pas d'accord avec moi, mais je comprends ce qu'il veut dire. Tu es passée de l'horreur, Marianne, à la comédie, 10%. C'est un grand écart. Et on a l'impression parfois aussi qu'on peut tout de suite nous mettre dans des cases avec des étiquettes. Ah, toi, tu feras que de la comédie ou que de l'horreur, ou etc. Mais tu as réussi à naviguer entre plusieurs genres. Comment tu as fait pour changer de fréquence
Et surtout, quels sont tes rituels de travail pour justement travailler dans ces genres qui sont vraiment différents? Alors moi, à la base, j'ai une chance, c'est que je suis assez curieux. J'aime bien un peu tous les genres. Je peux adorer les graines du figuier sauvage et puis adorer ensuite les gardiens de la galaxie. C'est pour vous dire que j'ai pas, il y a beaucoup de genres que j'aime à la base. Je peux regarder Normal People et être ému par ça et ensuite passer à une autre série, White Lotus, Succession ou Game of Thrones. Pour moi, c'est assez facile. Donc moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est que bon, premièrement, l'imaginaire, ça n'a pas de limite. Enfin, ça a des limites budgétaires, malheureusement. Et donc, évidemment, ça dépend du territoire sur lequel on est. Si on est en France, il y a des territoires qu'on ne pourra pas approcher parce qu'ils sont hors budget, tout simplement. Et évidemment, être aux États-Unis, il y a des avantages à ça. Mais j'ai pas de... La chance que j'ai, c'est que je dirais que je suis un bon généraliste. Il y a une expression anglaise-américaine qui est Jack of all trades et Master of none, qui veut dire que je touche à tout, mais je suis expert en rien. Ça, c'est plutôt moi. Je suis expert en absolument rien. Et je m'en suis rendu compte, par exemple, lorsque je travaillais sur Marianne, qui est une série d'horreur. Je travaille avec Samuel Bodin, le réalisateur et scénariste. Et je me dis, j'ai quand même un background horreur qui est solide. Et en fait, je vais chez lui, il a une bibliothèque de DVD, de films d'horreur dont j'avais jamais entendu parler. Et je discute avec lui. Et là, je vois ce que c'est qu'un véritable expert. Et ça m'arrive assez souvent. J'ai des connaissances ici et là de choses. J'ai de l'intérêt pour les choses. Et du coup, j'ai cette chance de pouvoir me dire, tiens, et si j'explorais un territoire de fiction que je ne connaissais pas? Donc, pour revenir à ce que tu disais au départ, je déteste évidemment les étiquettes. J'ai commencé en écrivant des sortes de polars, donc on ne m'appelait que pour des polars. Et ensuite, je me suis dit, il faut que je sorte de là. Je suis allé dans la comédie. Donc, je suis allé, il y avait 10%, Fais pas ci, fais pas ça, Kaboul Kitchen. Et après, on ne me proposait plus que des comédies. Donc, à chaque fois, j'essayais de changer d'aiguillage. Et ce qui fait que les producteurs ne savaient pas trop ce que je faisais ou ce que je voulais faire. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Et donc, du coup... Comment tu te défends, tu sais, devant un producteur qui te dit « Mais comment est-ce que vous allez faire de l'horreur quand je sais que vous avez fait Fais pas ci, fais pas ça » ou 10%, enfin... C'est la question, après, de la durabilité, la légitimité dans ce métier. C'est que, évidemment, si tu veux faire des choses qui sont hors champ, hors sol... Tes 2 premières années, quand tu es scénariste débutant, personne ne va t'écouter. Mais avec le temps, le recul, l'expérience, la pyramide, c'est une pyramide comme toutes les autres, dans tous les autres métiers. Quand tu arrives à gravir un petit peu cette pyramide, on t'écoute davantage. Tu as davantage de pouvoir, entre guillemets. Donc, c'est par la force du travail et... Oui, je ne suis pas un jeune auteur talentueux. Ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là. Il a fallu, voilà, au début, j'avais plein d'aspirations, j'étais idéaliste. Et après, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à travailler et je m'y suis mis. Et donc, et c'est pas facile parce que c'est un métier aussi, comme quand on est comédien d'ailleurs, les gens ne vous font pas de retour. C'est-à-dire que vous n'êtes pas pris quelque part, mais vous ne savez pas pourquoi. Et moi, je crois que savoir pourquoi, c'est quand même important parce que c'est là que il y a un levier sur lequel on peut travailler pour dire ah, ok. Tu manques de, je sais pas, psychologie de personnage, tu manques de structure, tu manques de quelque chose. C'est pas assez surprenant. Si on te dit ces choses-là, tu dis ah, je sais dans quelle direction je dois mobiliser mes efforts. Mais si on te dit rien, tu es perdu. Donc voilà, le temps fait que l'expérience aide évidemment. Alors, tu remportes un International Emmy pour une série qui lie la France et le Japon. C'est un symbole qui est quand même plutôt fort, en tout cas pour moi, pour Banmi Media, parce que c'est ce qu'on fait, la France et l'Asie. Qu'est-ce que ce prix a changé pour toi et comment est-ce qu'on te regarde aussi différemment aujourd'hui? Je n'en sais absolument rien parce que je ne sais pas comment me regarder avant, donc je ne sais pas comment me regarde après. Et honnêtement, je pense que ça n'a pas dû changer grand-chose dans ma vie parce que les changements avaient déjà eu lieu avant. Moi, j'ai eu la chance de faire 2 séries qui ont eu un petit succès international. Le premier, c'était Marianne. Et le deuxième, c'était Les Gouttes de Dieu. Marianne m'a permis d'avoir un agent américain. Et Les Gouttes de Dieu m'ont permis de... Voilà, c'est HBO qui a vu Les Gouttes de Dieu et qui ensuite m'a contacté. On a discuté et ensuite, je suis rentré dans leur écurie pour travailler pour eux. Mais c'est ça qui a fait... que j'ai pu mettre un pied aux États-Unis. C'était une grande fierté sur le moment parce que
parce qu'il y avait des séries qui avaient déjà eu cet Emmy Award comme Engrenage, 10% ou Les Revenants, qui sont des séries que j'adore. Donc, de toute façon, je ne pouvais que être fier d'être sur la même étagère qu'eux. Mais après, est-ce que ça a changé quelque chose fondamentalement à ma vie ? Je ne crois pas, non. Auprès des parents, peut-être ? Vous connaissez le terme de Tiger Mom qu'on utilise. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu des panda mom et dad. Donc, c'est des animaux qui vous défendent et qui vous nourrissent d'affection en même temps. Donc, mes parents, ils ont toujours été encourageants. Ils ont toujours été à mes côtés, même quand j'ai fait le changement de trajectoire et de vie, ils ont toujours été supportifs. Et donc ça, c'est une force énorme, parce que je sais que par rapport à d'autres, même dans ma propre famille, je pense qu'il y a des parents qui ont été très durs. Moi, je sais que j'ai été aimé, que voilà, ils m'ont insufflé la confiance en moi, l'estime de soi, qui est un truc je pense qu'il n'y a rien de plus précieux. Donc, de ce côté-là, non, ils étaient fiers même quand je faisais rien. Et donc, ils étaient encore plus fiers maintenant que je faisais un peu quelque chose. Donc, comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu changeais de métier, que tu allais tout quitter pour écrire ? Oui, donc j'avais 35 ans et mes parents sont tous les deux enseignants. Mon père, professeur de mathématiques, classe moyenne. Ils ont payé mes études d'école de commerce, mon MBA. Et donc, j'ai 35 ans, je me dis, je vais tout balancer. Donc, ma première appréhension, c'est mes parents. Donc, je prends le téléphone, je l'appelle, et je parle dans mon vietnamien haché ce que je peux pour lui dire, bon voilà, je vais démissionner, je vais devenir scénariste. Et là, ma mère dit, ok, je vais en parler à ton père. Donc, j'entends la main qui se pose sur le truc et j'entends en vietnamien des chuchotements entre mon père et ma mère qui discutent. J'attends et ensuite, elle reprend le téléphone. Et donc, mon père qui a fait des études de mathématiques, que j'ai toujours vu écrire des équations sur des cahiers, et elle me dit, ton père a toujours voulu écrire et on est sûr que ça va bien se passer pour toi. Oh, mais j'étais... je suis d'accord. C'est que des hauts d'envie. D'accord, j'étais là, j'étais tellement comme ça, j'étais en tension et j'entends ma mère me dire ça, je me dis mais j'ai les meilleurs parents du monde. Et ensuite, à partir de là, je pouvais partir à l'assaut du monde sans... Et j'ai eu cette chance, évidemment, de mes parents et ensuite de mes amis, de mon entourage. Tout le monde m'a dit mais vas-y, essaye, tu devrais. Il y a pas de... voilà, donc je n'ai eu que des encouragements. On va revenir à HBO. Donc maintenant, tu travailles pour eux en tant que scénariste. Comment on travaille en fait pour des séries françaises, puis après pour des séries américaines ? Est-ce qu'il y a des tips que tu pourrais donner ? Est-ce qu'il y a des codes en fait qu'il faut respecter aux États-Unis et qu'on n'a pas forcément les mêmes en France en fait ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Américains, c'est pas du tout de l'artisanat, c'est une méga industrie avec des milliards en jeu. Donc, les Américains, c'est très agréable de travailler avec eux parce qu'ils sont ouverts, ils sont agréables, mais ce sont des professionnels, donc ils n'ont pas de temps à perdre. Donc ils sont dans une efficacité. Aujourd'hui en France, on peut rencontrer des gens, des producteurs, et avoir une discussion informelle, ça va. Mais en revanche, quand on rencontre des Américains et qu'on discute avec eux, il faut être préparé. C'est-à-dire que si on rencontre un producteur, il faut avoir 2-3 idées de projet. Ils sont pas là pour faire du chit-chat, quoi. Ils sont vraiment là. Il y a le chit-chat de départ, il y a des objectifs. Mais après, on passe tout de suite, on rentre dans le dur. Qu'est-ce que tu as proposé ? Moi, quand je travaille avec HBO sur un projet, les questions qui fusent tout de suite, c'est quelle est la thématique ? Quelles sont les arches de tes personnages ? Ça va très vite, en fait. Et si tu viens dans le rendez-vous et que tu n'es pas prêt, tu le sens tout de suite que les points que tu as pu laborieusement gagner, tu les as perdus. Donc moi, j'ai su tout de suite que dès le départ, il fallait qu'à chaque rendez-vous, il fallait que je prépare mes réponses, mes sujets, mes projets. Donc ça, c'est quelque chose et ça ne se dément pas. Il y a aussi la question de la différence culturelle, évidemment, parce que je me sens très français aussi. Et les Français ont cette réputation, ils sont un peu francs ou un peu brutaux, verbalement, en discutant. Et donc, les Américains sont toujours très dans la rondeur. J'ai travaillé aussi avec des Japonais, et c'est encore le niveau d'au-dessus, si vous voulez. Donc avec les Américains, par exemple, on peut pas. Moi, au début, sur un projet, je dis voilà, le projet est hyper intéressant, mais il y a ça qui est compliqué, qui est difficile, il faut tenir en compte, et donc il faudra surmonter ça. Et j'ai compris que ça, c'est pas du tout une approche qui est américaine, parce que quand je commence à faire la liste des problèmes qui pourraient survenir, pour eux, je suis quelqu'un de cynique.
ce qu'ils attendent de moi, c'est me dire pourquoi le projet va être formidable et comment on va y arriver. Donc, les premières réunions, j'ai vite compris qu'il fallait que je change de braquet, que j'aille dans une autre direction. Parce qu'un jour, effectivement, mon agent m'appelle et me dit « Bon, c'est un peu cynique ce que tu dis. » Et moi, le cynique, en tout cas dans le sens français du terme, c'est quelque chose d'un peu violent quand même. Il faut vraiment... Non, pour moi, j'étais réaliste ou pragmatique. Mais cynique, ça arrive à un autre... Donc, j'ai appris de ça et ensuite, j'ai appris à combler ces différences culturelles. C'est ça le travail principal qu'on a à faire dans ces cas-là. Tu as souvent le rôle de... Tu es dans l'ombre du réalisateur. Est-ce que tu t'es dit un jour, moi j'ai aussi envie de prendre cette place-là, non seulement de scénariste, mais de réal. Par exemple, dans la salle, on a des personnes qui sont acteurs et qui ont fait le choix de devenir un jour réal pour des séries ou pour des courts-métrages, peu importe, pour voir leurs propres histoires racontées à l'écran. Est-ce que toi, tu t'es dit, ah bah tiens, j'ai envie d'être réalisateur? Pas du tout. Je ne menace aucun travail de réalisateur dans cette salle. Je crois que j'en ai pas le talent, ni l'envie. Moi, j'adore être chez moi et juste jongler avec mes histoires et les tisser. C'est ça, c'est mon plaisir. Ensuite, être réalisateur, par exemple, c'est rentrer dans une bataille. C'est pour ceux qui ont fait des courts-métrages ou les longs métrages ici, on sait à quel point c'est une lutte. C'est contre le temps, contre l'argent, contre les conditions climatiques, contre plein de choses, de l'adversité. La réalisation, c'est, pour reprendre les termes de Lacan, il ne serait pas d'accord avec moi, mais de les utiliser dans ce cas-là, mais le réel, c'est quand on se cogne. Moi, quand j'écris des histoires, je ne me cogne pas, en fait. Je les écris. Elles peuvent exister, elles peuvent ne pas exister, elles sont fluides, mais ensuite, lorsqu'on passe de script à réalisation, c'est là que tous les problèmes commencent, c'est là que la réalité, elle te tape dessus. Donc, c'est pas... Moi, je suis un peu un rêveur, je suis encore cet enfant qui a envie de raconter des histoires, donc la réalité m'importe moins, en fait, que mon imagination, que mon imaginaire. On va passer aux questions un peu culturelles, parce que du coup, tu es d'origine vietnamienne. Comment ta double culture peut être aujourd'hui une force dans ton processus créatif? Et est-ce que le fait d'être d'origine vietnamienne, ou en tout cas d'être une personne qui est née en France, issue de parents qui ont immigré, te donne une responsabilité dans le choix de tes personnages, par exemple? La double culture, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Et ça rejoint évidemment l'identité. Moi, j'ai grandi à Clermont-Ferrand jusqu'à mes 25 ans. Et mon foyer, ma maison avec mes parents, c'était une bulle vietnamienne. C'est-à-dire que mes parents parlaient vietnamien entre eux, me parlaient vietnamien à moi. Moi, je leur répondais dans un vietnamien rudimentaire, mais suffisamment... Donc, avec des morceaux de français dedans, comme les yaourts. Donc, je jetais les mots en français que je ne connaissais pas. Et tout le reste du monde et de l'univers était d'une culture différente. Donc, mais c'était un sas, on mangeait vietnamien. Mes parents étaient souvent au téléphone avec le reste de la famille et parlaient vietnamien. On se voyait l'été, il y avait des réunions de famille. Donc, j'ai pas eu de questionnement identitaire fort. C'est-à-dire que je savais que j'étais ancré dans la culture française et j'avais des amis français, donc j'avais pas de problème avec ça. Et je savais qu'en même temps, je voyais bien que je ressemblais pas à un Français normal et je savais bien que avec mon nom de famille, avec lequel vous pouvez faire 217 points au Scrabble, sachez-le. Et c'est pas rien. Et donc, du coup, moi, je savais bien que je faisais partie de la société française, mais qu'il manquait rien. C'est-à-dire que si j'ouvrais trop ma gueule ou s'il se passait un truc, il y aurait certainement mon visage, où il y aurait une insulte raciste qui sortirait derrière. C'est-à-dire que le vernis social est suffisamment léger pour que ça sorte. Mais en même temps, j'ai eu cette chance de ne pas être confronté trop souvent, voire très souvent au racisme. Ça, c'est une chance, c'est une chance extraordinaire, parce que si j'entendais quelqu'un me dire ni hao ou no offense évidemment, ni hao ou ching chong dans la rue, je pense que la colère que j'ai réprimée pendant des années, elle sortirait. C'est-à-dire que je trouve ça inadmissible aujourd'hui qu'il y ait encore ce type de racisme en France. Donc moi, ma double identité, elle m'a permis quoi? Elle m'a permis d'être toujours sur la crête, de regarder la société, la culture occidentale et la culture orientale, qui sont quand même, au niveau des valeurs, on est quand même dans le grand écart des choses. C'est-à-dire qu'on a à l'Ouest, dans l'Occident, on a dans la Constitution américaine la poursuite du bonheur, on a le développement personnel, on a l'introspection, on a ce genre de choses. Et de l'autre côté, même encore dans les jeunes générations, je parle évidemment plus du Vietnam et un peu la Chine,
on a des valeurs qui sont encore liées au sacrifice. Être taiseux, taire sa douleur, c'est important. Et avancer, voilà, malgré tout, la piété filiale. Donc il y a quand même des choses qui fait que cette double identité culturelle, je l'ai eue parce que j'étais observateur. C'est-à-dire parfois je me sens très français et parfois sur d'autres sujets je me sens très asiatique. Et j'ai pas de souffrance de passer à l'un à l'autre. J'ai juste cette qualité d'observateur et me dire ok. Et ça me sert en tant que scénariste puisque je ne suis pas là pour juger mes personnages, je suis là pour bien les comprendre. Voilà. Je suis là pour sortir de l'égocentrisme, pour aller vers une sorte d'haltérocentrisme et me dire ok, pourquoi est-ce que mes personnages avancent de cette manière, pourquoi est-ce qu'ils sont mus par un moteur qui est différent du mien, mais pourquoi est-ce que je choisis ces personnages pour mon histoire. Et donc ça, cette double culture, je pense qu'elle m'a permis ça. Ce que j'essaie de faire de plus en plus, en tout cas dans mes scénarios, alors ça répond directement et indirectement à ta question, c'est de mettre des personnages d'origine asiatique. Je crois que c'est important pour la représentation et la visibilité des communautés asiatiques. Alors, parfois ça marche, parfois ça marche pas, et ça dépend aussi du pouvoir que tu as. Et en tant que scénariste, ce pouvoir, bon, je sais que les 10-15 premières années de ma vie, je pouvais dire ce que je voulais. Tout le monde s'en foutait de mon avis de dire ça serait bien qu'on ait des personnages asiatiques. Maintenant, je suis davantage écouté, mais ça n'est pas évident pour autant, parce que, évidemment, vous le savez, dans cette salle, il y a des résistances, des freins. Parce qu'on est une minorité ultra minoritaire. On en discutait l'autre jour avec Linda. Comme il n'y a pas de statistiques, on est combien en France de 1 million, entre 1 million et 2 millions. Ça veut dire quoi? On est entre 1,5 et 2,5% de la population française. C'est pas énorme. Et donc, du coup, ils se sentent pas investis de cette responsabilité de se dire il faut qu'on fasse apparaître les minorités asiatiques sur l'écran. Moi, j'ai essayé dans les séries que j'ai pu créer, que ce soit Nox, où il y a eu des personnages asio-descendants. Et d'ailleurs, c'est là que il y avait un personnage qui est joué par Claire Tran qui n'est pas là aujourd'hui, mais j'ai appris que c'était ma cousine en fait. Donc la sœur de ma grand-mère était sa grand-mère. Donc c'était vraiment un tout petit monde. Et donc oui, je pense que ça avance, mais ça avance vraiment à une vitesse. Il faut vraiment se frayer son propre chemin, quoi. C'est compliqué. Bon, en tout cas, on voit que ça avance. Si le festival Cinémasio existe, c'est qu'il y a un public. Que là, dans la salle, il y a quand même des réalisateurs, des scénaristes qui ont mis des personnages asio-descendants. Je pense évidemment à Lawrence pour Little Jaffna, à Virak pour Les Rascals. Il a mis un personnage cambodgien. Donc oui, ça avance et ça fait du bien. Si le festival Cinémasio existe, c'est que les gens y croient. En premier lieu, le Forum des images, des sponsors, etc. Donc on va continuer, je pense, dans ce sens-là. On voit de plus en plus, d'ailleurs, là je vais parler des États-Unis, mais de séries autour de personnages asio-descendants. Je parle de Beef, Master of None, Shogun. Il y avait eu Drôle aussi, il y avait des personnages asio-descendants. Est-ce que toi, en tant qu'aujourd'hui scénariste de HBO et vois un peu quel est l'état du marché et ce qui est intéressant, est-ce que tu penses un jour écrire un scénario qui pourrait mêler la France, les États-Unis, le Vietnam? J'y avais réfléchi il y a quelques années, mais je pense que j'avais pas la maturité nécessaire pour le faire. La réponse est aujourd'hui oui. J'aimerais beaucoup faire quelque chose. Je sais qu'il y a quelques années, j'étais allé voir une pièce de théâtre qui s'appelle Saigon, pour ceux qui l'avaient. Donc, c'était écrit par Caroline Nguyen. Et je me souviens, ça passait au théâtre de l'Odéon, je crois, mais il n'y avait plus de place, c'était complet. Donc j'étais allé à Lyon exprès pour voir la pièce. Et je me souviens que j'avais vu la pièce et en plein milieu, j'éclate en larmes, en fait, en sanglots. Et ça m'a fait la même chose pour Indochine 30 ans plus tôt. Étrangement, je ne sais pas pourquoi. Je regarde Indochine et paf, je fonds en larmes, alors que j'avais pas de problème, en tout cas à ma connaissance, de manque de mal du pays ou quoi que ce soit. Je sais pas, il y avait quelque chose qui m'émouvait profondément. Et donc, je regarde la pièce et donc... Moi, je me suis dit, il faut l'adapter en série. Donc, j'écris à Caroline Nguyen qui ne me répond pas du tout. Et donc, je lui fais une sorte de plaidoyer. Je dis, mais s'il faut ouvrir à la communauté. C'était sur Facebook à l'époque. Et donc, je vois message lu et aucune réponse. Donc, Caroline Nguyen, je ne t'en veux pas. Mais si jamais tu changes d'avis,
ça serait une opportunité formidable d'adapter cette pièce, parce qu'elle était incroyable, cette pièce. Elle passait du présent au passé. Et je me suis dit, si quelqu'un a écrit cette histoire mieux que moi, pourquoi est-ce que je... Voilà. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il est possible de créer en France un lobby, comme aux États-Unis, de créateurs et d'auteurs des diasporas asiatiques? C'est des choses qui se font notamment pour les communautés noires, par exemple, aux États-Unis. Là, il y a les communautés asiatiques qui se rejoignent de plus en plus. Est-ce qu'aujourd'hui, comme par rapport là à ce qui se reflète avec l'association Cinémasio, c'est des personnes asio-descendantes qui se rejoignent et qui ne sont pas asio-descendantes mais qui croient en ce genre de cinéma, à diversifier les récits. Est-ce que c'est possible de faire quelque chose comme ça qui permettrait plus de création, de plus de synergie et qui aurait un impact pour faire émerger ces histoires? Déjà, je trouve que Cinémasio ou Banmi sont des initiatives formidables. Maintenant, je pense que le terme lobby est peut-être un peu exagéré. Lobby, ça veut dire groupe de pression à la base. Et encore une fois, si on n'est que 1 ou 2% de la population, c'est compliqué. Et aux États-Unis, je ne dirais pas non plus qu'il y a un lobby asiatique. Il y a une communauté asiatique avec des comédiens identifiés qui est plus forte, mais ils le disent eux-mêmes. Je regarde souvent des interviews de certains comédiens, ils le disent, c'est une montagne à gravir. Et encore une fois, les États-Unis, c'est pas la même situation qu'en France. Les États-Unis, c'est 7% de la population, c'est 25 millions d'Asiatiques. Pour les décideurs, ça veut dire peut-être qu'il y a une cible à toucher, peut-être qu'il y a de l'argent à se faire avec cette cible-là. Donc c'est compliqué d'avoir un groupe de pression. Moi, une série comme Beef avec Ali Wong, c'est une série que j'ai absolument adorée. Mais aujourd'hui, je dirais que la norme, c'est beaucoup plus une série comme Shogun, qui comme ou si vous regardez d'autres Tokyo Vice, on a besoin d'un personnage blanc pour commencer l'histoire, parce que c'est le personnage sur lequel les Occidentaux vont se projeter, s'identifier, et ensuite, par capillarité, si vous regardez Shogun, si vous connaissez la série, on commence avec un personnage qui s'appelle Blackthorn, et on se dit c'est lui le héros, mais on voit très bien que Blackthorn, à la fin de la série, je ne spoil rien, il a une utilité qui est moindre, et que tous les personnages autour montent en puissance. On a besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Lobby, c'est un terme qui me paraît un peu fort parce qu'on n'a pas la pression suffisante pour changer les choses. En revanche, je crois à la force du collectif et je crois aussi aux initiatives individuelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des films, je pense, le film de Laurence par exemple, je ne l'ai pas encore vu mais j'ai hâte de le voir, ou d'autres films. Aux États-Unis, si on a Past Lives ou Minari, et que ces films-là qui sont censés être confidentiels commencent à éclater, ça attire l'attention. Donc il faut simplement qu'il y ait des talents franco-asiatiques qui éclosent et qui attirent l'attention sur eux. Et là, les gens vont se dire « peut-être qu'il y a quelque chose à faire ». C'est malheureusement comme ça que ce monde fonctionne. Le film Crazy Rich Asians, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un film qui a changé la donne complètement, mais juste avant que le Covid arrive. Et en fait, le Covid a complètement remis le compteur à zéro. On s'est dit, les Asiatiques sont désirables, on peut faire des films avec eux. Le Covid arrive, grande vague de racisme qui efface, qui balaye tout. Et là, maintenant, ils sont en train de recommencer à zéro le travail. Donc c'est un travail c'est Pénélope et son métier à tisser, ça ne s'arrête jamais en fait. Pour revenir sur ce que tu disais sur la communauté asiatique en France, on n'a pas effectivement de statistiques comme aux États-Unis. Moi, j'ai essayé de faire le calcul avant de commencer Banmi Media. J'étais arrivée à peu près 2 millions, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. La plus grande diaspora asiatique d'Europe se trouve en France. Le plus grand défilé du Nouvel An lunaire se trouve en France, dans le 13e arrondissement. Pour avoir voyagé en Europe, après, je n'ai pas la vérité absolue de tout, mais j'ai trouvé le plus de diversité de cuisine et de restaurants asiatiques à Paris plutôt que à Stockholm, à Madrid ou à Lisbonne, etc. Donc en fait, effectivement, on n'a pas les chiffres, mais je crois qu'il y a quand même une population qui est très présente, et ce, depuis plusieurs générations, parce que moi, en commençant Banmi Media, j'ai découvert toute cette sous-culture chez les Vietnamiens par rapport au moment où ils ont migré en France. Et tu parlais de Saigon tout à l'heure, ça parle des rapatriés d'Indochine. C'était une communauté des populations que je ne connaissais pas parce que mes parents ne font pas partie de cette migration-là. Et je me suis retrouvée à des événements, par exemple celui qu'on a fait à Uniqlo, avec une fille à côté de moi et qui était là pour acheter un t-shirt avec un banmi dessus qui ressemblait pas du tout à une Vietnamienne, mais qui me disait que son grand-père était vietnamien et qu'il y a ces descendants de rapatriés d'Indochine qui ne se voient pas parce qu'ils n'ont
pas des noms vietnamiens ou asiatiques, peu importe, mais qui sont dans cette recherche de connecter avec l'héritage de leurs grands-parents. Et je pense notamment à Alix Zouar, à Naé Bosser, qui ont fait des podcasts sur ça. Et on est aussi dans un momentum où en fait on a envie de reconnecter à son héritage, à retourner dans le pays de ses racines, etc. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne se voit pas physiquement, mais que les gens sont intéressés de par leurs héritages, ou parce qu'ils ont un conjoint qui est asiatique et ils ont des enfants qui sont eurasiens et qui m'écrivent et qui me disent « Ah, c'est génial, Banh Mi, je comprends mieux les racines de ma femme, par exemple ». Autre point aussi, je pense que peut-être il y a comme une tendance par rapport à l'Asie qui a été effectivement aidée par la vague coréenne. Aujourd'hui, on parle aussi de plus en plus du Vietnam. Enfin, je ne sais pas si vous vous baladez un peu dans Paris, mais il y a de plus en plus de cafés vietnamiens, de banh mi, etc. Même Picard a voulu faire des banh mi vietnamiens. Bon, spoiler alert, ça n'a pas marché. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose autour des cultures asiatiques qui est de plus en plus grande. Même quand on n'est pas asiatique, les gens s'y intéressent. Et aujourd'hui, économiquement parlant, peut-être que dans les industries créatives, audiovisuelles, de séries, de cinéma, qu'il y a des choses aussi qui sont intéressantes à faire entre l'Occident et le continent asiatique. Je pense à Shang-Chi, qui entre les États-Unis et la Chine, de Sympathizer. On espère que ça va évoluer, en tout cas dans ce sens-là. Là, je vais parler plutôt de la consommation des contenus. Il y a eu un gros développement sur ces 10 dernières années des plateformes de streaming. Que penses-tu des nouveaux rythmes des séries face à ce scrolling sur les téléphones et la baisse du temps d'attention? Est-ce que toi, tu as fait face déjà à des productions qui te disent il va falloir réécrire pour ne pas perdre l'attention des téléspectateurs quand ils regardent une série? Alors évidemment, l'éruption des vertical dramas dans le paysage, je pense que c'est une source d'inquiétude, évidemment, parce que ce sont des histoires, il me semble, moins complexes que des histoires au long cours sur une série de 8 épisodes, 10 épisodes. Donc, on est quelque chose dans une attention immédiate. Évidemment, depuis quelques années, depuis l'arrivée des streamers en France, il y a eu des nouvelles façons de travailler. Il y a ce qu'on appelle chez Netflix le completion rate, qui s'appelle le taux de complétion en français, qui est un mot un peu étrange, mais qui veut dire qu'on suit le nombre de gens qui restent jusqu'au bout de quelque chose. Ça veut dire il y a des statistiques sur les gens qui regardent le teaser d'une série, du pilote d'une série, les gens qui vont jusqu'au bout du pilote, les gens qui restent jusqu'à l'épisode 2 et les gens qui restent jusqu'à la fin de la série. Une fois qu'on a créé une série, il y a quelqu'un, au bout de 2-3 mois, qui vous donne ces statistiques-là. Et vous savez exactement là où vous avez perdu des spectateurs. Donc il y a quelque chose aujourd'hui, évidemment, en tout cas dans le métier de scénariste, et vous en tant que spectateur, peut-être vous l'avez vu, lorsque vous regardez un pilote, la plus grosse difficulté lorsqu'on raconte une histoire, c'est qu'on arrive à un moment donné dans une histoire et on doit comprendre rapidement quels sont les enjeux et quel est le background et qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça s'appelle de l'exposition. Donc l'exposition, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire intelligemment. Salut ma sœur, tu vas bien? Disons, les parents vont pas bien en ce moment. Donc ok, on est en train de comprendre qu'il y a des difficultés familiales et c'est fait un peu lourdement. Donc c'est difficile. Et en fait, cette arrivée des streamers a bousculé un petit peu les codes de narration, parce qu'avant, on pouvait avoir des pilotes ou des séries qui commençaient de manière très lente. Et on pouvait dire à ses amis, tu verras, à partir de l'épisode 4, ça devient vraiment super. Maintenant, c'est mort, c'est fini. Parce qu'à l'épisode 4, si 50% des gens sont partis, la série est un échec, il n'y aura pas de saison 2. Donc il faut prendre ça en compte. Et est-ce qu'on peut s'en plaindre? Et en même temps, moi, je trouve que c'est un exercice de style, c'est de dire, OK, il faut que je resserre les enjeux, la tension, que j'essaye de rester intelligent dans ma narration. Mais voilà, il faut que j'accompagne le spectateur, que je le prenne par la main et que je ne le lâche jamais. Donc l'objectif de tout scénariste, si tu fais une série, c'est que 60-70% des gens restent jusqu'au bout. Un scénariste, c'est un compteur au coin du feu. Et en fait, tu n'as pas envie
t'as tous les gens autour de feu, t'as pas envie que les gens se barrent au bout de 5 minutes, 20 minutes, parce que l'histoire que tu racontes devient un peu... Donc, il faut les tenir en haleine tout le temps, et je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Maintenant, je n'ai pas de réponse sur les micro-dramas et les verticals. Je ne sais pas, et je suis content de n'avoir plus que quelques années à être scénariste, parce que entre l'IA et ce déficit d'attention, je ne sais pas où seront... à quoi seront confrontés les scénaristes dans 5 ou 10 ans. Je pense que voilà, on a passé l'âge d'or des séries de manière très claire. En 3 ans, le nombre de séries américaines a été divisé par 2. Donc, on est dans je ne veux pas dire une situation de crise, mais on est dans une situation difficile, comme il en a déjà existé, plus l'IA, plus ces formats courts qui deviennent de plus en plus importants. Donc, je n'ai absolument aucune réponse à ça. Donc, je regarde ça un petit peu effaré, et en même temps, je me dis qu'il faut continuer à travailler. Ces petites séries qui durent 1 minute. Enfin, 1 minute fois 120. C'est-à-dire que chaque fois, tu as juste un petit truc. Tu regardes ça dans le métro 1 minute, et tu auras l'épisode après. Voilà. Mais n'hésite pas à interrompre quand tu veux, hein, Kiyun. Qu'est-ce que tu dirais du coup à tes enfants s'ils veulent devenir scénaristes vis-à-vis? Absolument pas. Non. Non, mais ça serait tellement hypocrite de ma part. S'ils viennent me voir et qu'ils sont habités par cette flamme, qui disent moi j'ai envie de raconter des histoires, évidemment que je vais les encourager. Moi, de toute façon, je vais les encourager à faire ce qu'ils aiment. Il y a rien qui est sûr de toute façon aujourd'hui. Pour la petite anecdote, mes 2 fils qui sont grands aujourd'hui, le mois dernier, ils sont allés au cinéma, ils sont allés voir Sunset Boulevard. Sunset Boulevard, film de 1952, Billy Wilder. Donc autant vous dire que c'était pas tout récent, et j'étais tellement fier d'eux. Tellement plus que lorsqu'ils regardent un match PSG ou Real Madrid, je me suis dit, si ça se trouve, ils vont devenir scénaristes. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Donc non, bien sûr que je les encouragerai. Tu disais que toi, tu t'aimais bien être seul, écrire dans ton coin, etc. Comment est-ce que tu fais pour tout le temps te nourrir de nouvelles couches d'humanité pour tes personnages? Comment est-ce que tu creuses encore un peu plus dans les profondeurs de ton écriture sur la psychologie d'un personnage? Ce que j'aime dans le scénario, c'est que c'est pas quelque chose qui est monolithique du tout, c'est multidisciplinaire. C'est-à-dire que le scénario, c'est la confluence, c'est l'intersection entre l'imaginaire, l'imagination, la structure, parce que ça sert à rien d'avoir une imagination débordante si on ne sait pas la brider, la structurer. Et la troisième, c'est la psychologie des personnages, parce que c'est le cœur de l'histoire en fait. Le drama, ce qui arrive aux personnages, je ne sais plus qui disait que la littérature c'était l'exploration de la condition humaine, mais en tout cas c'est ça aussi. Donc pour ça il faut, on parlait il faut avoir aussi une maturité. Je crois qu'il faut s'être cogné au réel et avoir des bonnes bosses. Je pense qu'on ne parle jamais aussi bien de l'amour que si on a vécu un terrible chagrin d'amour. Donc il faut quand même que des choses soient arrivées. Et en même temps, pour élargir le champ de sa conscience, entre guillemets, je lis beaucoup de livres de psy, sur des psys, par des psys. J'écoute, j'en parlais à Linda, le podcast d'Esther Perel, je l'écoute en boucle parce que c'est une psy qui reçoit des patients dans son cabinet. Il y a des histoires où je me connecte directement parce que c'est une situation qui m'est familière. C'est quelque chose qui tout de suite m'interpelle. Et parfois, ce sont des histoires où la configuration m'était totalement étrangère. Et je trouve ça profondément humain. Et je suis surpris. En fait, je me dis, tiens, et si j'emmenais mes personnages dans d'autres... Parce que ce qui est important, c'est qu'on peut inventer tout type de personnages, mais il ne faut pas que ça devienne des stéréotypes. Ça peut devenir des archétypes. Des archétypes, c'est quelque chose qui est solide. Et donc, il faut que tout soit... qu'on y croit à ces personnages. Donc, c'est comme ça que moi, je me nourris. Je lis beaucoup. Évidemment, comme tout le monde, je lis beaucoup d'articles, de journaux, des histoires personnelles. Ça m'intéresse toujours. Et puis, j'aime écouter les gens. Je trouve ça plus intéressant que parler, souvent. Dans la salle, il y a des cinéastes et peut-être des gens qui veulent aussi écrire... ou réaliser des séries ou des films pour HBO, pour Netflix, pour Disney+. Quel conseil tu leur donnerais quand ils ne se sentent pas légitimes? La question de la légitimité, c'est une question qui est délicate parce que j'ai l'impression que la légitimité, c'est quelque chose... c'est un exercice
il faut avoir accompli quelque chose pour être légitime. Donc c'est difficile de dire ok, j'ai accompli, donc je suis légitime, donc je peux écrire. Ce que je pense au départ, c'est que, et je reviens à ces 3 points de l'imagination, de la structure et de la psychologie, je crois qu'il faut travailler beaucoup, il faut avoir une histoire, une voix singulière. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce métier, c'est que c'est David Mamet qui disait ça à propos du drama. Le drama, c'est 2 personnes coincées dans un ascenseur. Moi, si je vous demandais à tous aujourd'hui ici d'écrire une pièce de théâtre qui durerait exactement 1h20, il y a 2 personnages qui sont coincés dans un ascenseur et ils discutent. Et je veux qu'il y ait des émotions, parce que le métier de scénariste, à la base, c'est un peu un dealer d'émotions. Il faut qu'il y ait la joie, la tristesse, de la colère, de la peur, de l'amour, de la surprise. Et donc, si je vous demande cet exercice, je sais qu'on aura tous des scripts différents, des histoires différentes à raconter. Et c'est ça qui est assez beau dans ce métier, c'est de pouvoir sortir, d'avoir sa propre expérience personnelle et de pouvoir la transmettre, la partager. Donc, j'ai pas de conseils. De toute façon, moi, je travaille pour la chaîne que je vénère le plus au monde, et je me sens pas du tout légitime. Je serais peut-être légitime si j'ai une série qui sort sur HBO, mais si je me fais virer avant, s'ils me chassent de leur maison, est-ce que j'aurais été légitime ? Sans doute pas, mais peu importe, à la limite. J'ai essayé. Et donc, la légitimité, c'est pas une question. À un moment donné, il faut tenter, mais il faut être préparé. On parle des writers' rooms. C'est des espaces où en fait il y a plusieurs auteurs qui écrivent ensemble. C'est quelque chose d'assez nouveau, j'ai l'impression, et puis de plus en plus présent par exemple dans les collectifs où il y a des synergies qui se créent, où des gens veulent coécrire ensemble. Quel conseil toi tu donnerais pour que ce soit pas chaotique, pour faire valoir ses idées, comment travailler en bonne intelligence? Toi, comment tu le fais avec tes différents co-scénaristes avec qui tu as pu écrire? Alors déjà, je dirais que la population des scénaristes, c'est une population que j'adore, parce que ce sont en général, et encore je dis en général, presque tous ceux que je connais, ce sont des vrais gentils. À partir du moment où on a un enfant intérieur qui veut raconter des histoires, il n'y a pas de raison pour qu'on soit avec le retort, ou il y a quelque chose qui est un peu pur et innocent là-dedans. Et c'est pour ça aussi que certains scénaristes, lorsqu'ils sont confrontés à l'industrie, c'est-à-dire que les gens en face avec des impératifs budgétaires, sont parfois un peu désemparés parce que c'est un peu violent. Donc, je le disais récemment aux Nouvelles Écritures, les scénaristes, pour moi, dans la savane, ce sont des herbivores. C'est les gens les plus gentils du monde, mais quand on s'approche du point d'eau, faut faire un peu attention parce qu'autour, il n'y a pas que des herbivores. Certains scénaristes sont plus fragiles que d'autres, ont un ego. Alors quand j'utilise le mot ego, je l'utilise à mauvais escient parce que c'est pas une question d'ego, de vanité ou de quoi que ce soit. Voilà, il y a une fragilité. À partir du moment où on décide d'être vulnérable, de parler de ses émotions, ce qui est super chez les scénaristes, c'est que quand on se rencontre et qu'on parle, tout de suite on va dans l'intime en 17 secondes. Il y a un truc 0 à 100 en 17 secondes. Comment ça va ? C'est pas du « Ah écoute, ça va ». Non, voilà ce qui m'arrive, voilà la situation, comme ça. Et là, on rentre tout de suite dans le cœur des choses. Et ça, je trouve ça génial. Pour revenir à ta question il y a longtemps, avoir travaillé en entreprise aussi, ça m'a appris le management. C'est-à-dire aussi, à un moment donné, on est un peu le chef d'orchestre. Il faut savoir écouter. À un moment donné, il y a des solistes, mais il y a aussi le reste de l'orchestre. Les solistes, il ne faut pas leur laisser trop la parole, sinon ils vont écraser tous les autres. Donc il faut savoir mesurer tout ça, il faut savoir sentir un petit peu la pièce. Et donc du coup, je n'ai pas trouvé que c'était un exercice difficile. Il faut savoir canaliser. C'est aussi un peu comme un berger et ses moutons, si vous voulez. C'est facile pour un scénariste de partir. Voilà, il y a des scénaristes qui sont très, qui sont dans un système. Il y a d'autres qui ont besoin de gambader, d'expérimenter des idées à droite et à gauche. Et le rôle du scénariste en chef, c'est de savoir un peu guider tout ça. Aux États-Unis, c'est plus compliqué parce qu'aux États-Unis, il y a c'est comme à l'armée, il y a différentes positions en tant que scénariste. Il y en a 8 différentes entre le scénariste de base et le scénariste ultime qui est le EP, le executive producer. Il y a 7 niveaux. Donc ça veut dire aussi qu'il y a cette hiérarchie. Et donc il faut faire attention. Il y en a qui peuvent parler plus que d'autres. Donc c'est quelque chose de plus délicat.
En France, on est plus décontracté là-dessus. Il n'y a pas ce genre de pression. Donc je pense que c'est plus facile. Quelle série tu aurais rêvé d'écrire qui a déjà existé du coup? Il y a une série que j'ai adorée qui s'appelle The Leftovers, qui a été créée par Damon Lindelof. Damon Lindelof qui a fait Lost il y a longtemps et qui ensuite a fait The Leftovers et qui ensuite a fait Watchmen, une adaptation de Watchmen. Et c'est une série, alors là pour le coup j'ai mis 6 épisodes pour rentrer dedans. Donc je vous le dis, si vous avez regardé la saison 1, attendez vraiment que Carrie Coon arrive épisode 6, parce que pour moi c'est un game changer dans la série, mais c'est une série sur le deuil, c'est une série qui est remarquable sur le deuil. Et c'est une série dont le générique peut vous mettre les larmes aux yeux. Le brief, c'est rapidement, je ne sais plus, 4% de la population disparaît comme ça, du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on est dans la pièce, 4% d'entre nous disparaissent. Et c'est les conséquences de cette disparition complètement inexpliquées. Et le générique sont des photos avec des gens qu'on ne connaît pas. Et certaines photos, en fait, certains personnages sont floutés et disparaissent, en fait, deviennent invisibles. C'est la mémoire, c'est le deuil, c'est des choses formidables. Donc c'est une série que je trouve hyper puissante. Donc ça, j'aurais adoré. Et puis Damon Lindelof, c'est un mec brillant, c'est un génie, je pense. Alors on finit toujours le podcast avec 3 questions. C'est est-ce que tu aimes manger des banh mi? C'est ça les questions? Ah. Oh, ça va. J'étais là, non, 3 questions. Alors oui, j'aime le banh mi, le pho et bien sûr, j'adore le banh mi. Alors, même si je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours de la mayonnaise dedans, je ne sais pas. C'est ma question. Bon, mais sur le reste, je valide complètement. C'est quoi ton plat réconfort après une longue journée d'écriture qui te rappelle un peu ta maison, ta famille, ton cocon? Alors, c'est tellement cliché ce que je veux dire, mais c'est la vérité vraie, c'est le pho. Et pour ceux qui sont apprenez à dire pho, s'il vous plaît. Je sais que c'est compliqué parce que ça va être feu, mais travailler le petit accent en plus qui fera plaisir aux Vietnamiens, c'est pho. Et donc le truc, c'est que c'est ce que faisaient mes parents souvent. Alors maintenant ils sont plus âgés, donc c'est quand même une tannée de faire le pho parce que le temps de préparer avec tous les ingrédients, c'est tellement compliqué. Mais moi, c'est mon plat réconfort, mais par excellence. En plus, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher et c'est délicieux. Donc j'ai pas de. Et quelle est l'une de tes dernières découvertes en lien avec l'Asie, que ce soit un livre, une série, un film, une musique? Je préfère la question avec le banh mi, c'était plus simple. Moi, j'ai découvert récemment Ocean Vuong, donc l'auteur, l'écrivain et le poète. Je trouve qu'il s'exprime de manière remarquable. Je suis admiratif. Il y a un sens de la poésie chez lui qui est absolument dingue. Et il disait récemment justement sur ce qu'il fallait pour écrire des livres et ça rejoignait aussi ce que disait c'était Faulkner, je crois qu'il disait ça sur qu'il n'y avait qu'une chose qui valait la peine d'être écrite, c'était le cœur en conflit avec lui-même. Je pense que ça, c'est la base, c'est l'essence même presque du scénario ou des séries, des livres. C'est ces choses, cette double identité qui peut nous déchirer. Ça peut être plein de choses. En série, ça peut être, si on regarde Game of Thrones, c'est Jon Snow, c'est le déchirement entre l'amour et la loyauté et le sens du devoir. Je pense que chaque fois qu'il y a des personnages comme ça qui sont déchirés, ce sont les meilleurs personnages à suivre. Et donc Ocean Vuong, pour revenir à lui, il a un univers. Alors parfois c'est un peu trop pour moi, c'est trop lyrique parfois, et parfois ça touche carrément juste. Donc oui, je pense que c'est lui ma révélation de ces dernières années. Merci beaucoup, Kwok. Je t'en prie. On peut l'applaudir. Je crois qu'on a quelques minutes, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais remercier aussi les bénévoles du Festival Cinémasio. Ils sont très nombreux, ils sont hyper accueillants, ils sont bienveillants. On peut les applaudir parce qu'ils sont là pendant 3 jours.
Et l'équipe captation aussi, parce que cet épisode va être diffusé du coup sur Banmi Media. Donc merci à eux d'être là, Vincent, Antonin, direct. Quoique d'abord, merci pour la générosité de tes propos. Je suis Vince Fischer de l'agence artistique ECI. Et ma question est, quand tu pitches des idées à HBO ou quand HBO fait appel à toi, est-ce qu'ils s'attendent de toi que tu aies cette French touch ou cette vision asiatique ou pas du tout, tu es considéré comme un scénariste, peu importe tes origines? C'est une question intéressante. J'ai eu plusieurs entretiens avec HBO avant de rentrer chez eux. Et donc, mon premier entretien, je me connecte à Zoom, mais en fait, ils sont 10. 10 écrans comme ça. Et ils m'ont posé plein de questions. Et je me suis permis d'être assez intime, de dire, voilà, pourquoi, sur certaines choses, sur certaines thématiques, je leur dis, voilà, moi, ma thématique, je trouve que les histoires sur l'amour, la mort, le deuil, voilà, c'est les histoires, je pense, les plus vibrantes. Mais pour répondre à ta question, ma race et mon origine m'ont jamais été évoquées. Ils ne m'ont jamais dit ce serait bien que tu cherches un sujet en relation avec tes origines ou il faudrait que tu fasses un sujet international qui combine. Ils ont été très gracieux là-dessus. Là, je travaille sur un projet totalement américano-américain. Le fait que je sois français n'est pas un avantage. Le fait que je sois aussi asiatique n'est pas un avantage. Dans le passé, on m'a contacté. Est-ce que tu voudrais écrire sur, je sais pas, The Sympathizer ou des choses comme ça? C'était parfois ciblé, mais avec HBO, ça n'a jamais été le cas. Bonjour, merci d'être là. Pour la petite anecdote, c'est marrant parce que je suis aussi ton cousin. C'est le grand frère qui est le frère de ton grand-père. Quoi? Ça m'a fait rire que tu parlais de Claire Tran. Est-ce que j'ai un fils que je connaîtrais pas ici aussi? Je suis ton fils caché qui revient pour... Je suis ton... Bon, très bien. Non, moi j'avais une question. Quel est le sentiment que tu as quand tu écris quelque chose et que tu le vois à l'écran après et qu'il est réalisé, peut-être comme tu l'entendais ou pas? Ah oui, non, c'est une question très intéressante. Je sais que il y a beaucoup de scénaristes qui adorent être sur le plateau et voir l'évolution de leur voilà, comment c'est reconstruit à l'écran. Moi, je sais que par exemple sur Les Gouttes de Dieu, j'ai rencontré évidemment Oded Ruskin, le réalisateur, plusieurs fois, et on s'est mis d'accord sur la vision, etc. Et moi, j'ai ce truc un peu bizarre, c'est que c'est un peu comme un enfant, c'est-à-dire que j'ai écrit quelque chose, c'est ce truc de papier, et j'ai envie de le donner, j'ai presque envie de ne rien savoir de ce qui va se passer. Ce que j'aime ensuite, c'est que je suis invité à l'avant-première, et je découvre le truc. Alors, ça peut y avoir un retour de bâton, j'ai déjà fait ça par le passé, et lorsque j'ai vu, j'étais là... Oh, putain. Donc parfois, ça peut arriver. Mais ces dernières années, en tout cas pour Les Gouttes de Dieu, j'ai vu ça. Alors, il y a des différences, évidemment. Il y a des choses que tu n'avais pas anticipées. Il y avait des choses sur lesquelles moi, j'avais mis un peu plus parfois d'humour dans mes scènes. Et lui, il voulait un peu plus de gravité. Donc, on en a parlé, on les a enlevés. Mais il y avait une beauté, il y avait des choses qui avaient été ajoutées que je n'avais pas prévues, évidemment. Et j'ai trouvé ça, j'étais ravi en fait. Donc je crois qu'à partir du moment où ça n'est pas mon métier, je ne peux pas non plus venir et taper sur l'épaule du réalisateur en disant non mais qu'est-ce que tu fais? Parce que je n'y connais rien. Donc il faut que je lui fasse confiance et que j'accepte que notre collaboration, d'abord mon script n'est pas parfait et ensuite sa réalisation ne sera pas parfaite. Il faut juste accepter que le résultat sera... Il aura fait de son mieux. Parce qu'un réalisateur qui... Et en plus, il avait réalisé les 8 épisodes. Donc, ce sont des mois de travail. C'est des nuits sans sommeil à n'en pas finir. Donc, il faut accepter que, comme dans un couple, on ne va pas s'entendre sur tout et qu'il y a des qualités qui vont émerger. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien la surprise. J'aime bien l'écran s'allume et je dis « Ah, putain, ça, c'est vraiment... Ah, c'est exactement comme je le voulais. Ah, c'est pas du tout comme ça, mais c'est intéressant. » Merci. Merci, cousin. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci merci de votre présence et de votre sagesse sur le sujet de scénariste. Moi, ma question, ça touche de comment on sait quand une idée peut devenir une série, parce que des idées, on en a en permanence, mais comment vous appréhendez une idée où vous dites « Ok, cette idée, je vais pouvoir en faire une série, je vais pouvoir en faire une bible et je vais pouvoir démarcher des producteurs ». Comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là? Moi, j'ai accompagné des étudiants pendant quelques années, pendant 2 ans à la FEMIS. Et si on a plusieurs idées qui me traversent, qu'il y en a à un moment donné une qui s'accroche, c'est qu'elle a quelque chose qui vaut la peine d'être étudié. Maintenant, ce qu'on constate parfois, et tout spécialement au niveau des séries, c'est qu'une bonne idée peut être une bonne idée pour un court-métrage, peut être une bonne idée pour un long-métrage, mais peut être une très mauvaise idée pour une série. Y a un terme qui est apparu il n'y a pas tellement longtemps, qui est le terme de moteur sériel. Alors moi, j'adore les anthologies, c'est-à-dire une saison, basta, on n'en parle plus, mais ce que recherchent les diffuseurs, c'est des multiples saisons. C'est dire quel est le moteur sériel, qu'est-ce qui fait que pour plusieurs saisons, on va pouvoir revenir sur. Alors évidemment, si on fait une série comme The Pitt, on se dit que le truc est inépuisable. On se dit, OK, le moteur sériel, OK, c'est le drama, c'est les médecins et c'est les patients. Donc là, il n'y a pas de question. Maintenant, il y a des concepts qui ont l'air absolument géniaux comme ça sur la page. Mais ensuite, il faut se dire, est-ce que je peux en faire une saison? Est-ce que je peux en faire 6 épisodes? Est-ce que je peux en faire 8 épisodes? Parce que écrire un épisode d'1 heure, c'est extrêmement long déjà. Donc 8 fois 1 heure, c'est un travail de titan. Donc est-ce qu'on est capable d'avoir 8 épisodes de 1 heure? Donc il faut tester ça, c'est-à-dire que mon idée, je vais l'approfondir et ensuite je vais un peu l'étirer pour voir jusqu'où elle va. Et parfois on se dit en fait c'est une excellente idée pour un long métrage, mais ça tiendra pas à la série. Donc il faut savoir distinguer ça. Et parfois on manque de recul pour ça. Donc dans ce cas-là, il faut demander à des amis qui sont dans le milieu. Généralement, ils ont un regard plus acéré, évidemment, pour qu'ils t'accompagnent et disent ouais, en fait, c'est une super idée de série. Vas-y, ou bien il manque encore des choses. Merci. J'avais une question qui rejoint plutôt ta réponse de tout à l'heure par rapport à la hiérarchie des scénaristes aux États-Unis, etc. J'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de réalisateurs qui écrivent leurs propres scénarios, y compris à la FEMIS. J'ai des amis qui font des études de scénario, mais pour être réal plus tard. Donc, ma question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il y a des avantages ou des inconvénients à réaliser ses propres scénarios ou à écrire ses propres films? Ceux que j'admire le plus sur cette planète, ce sont les mangaka. Ce sont c'est ceux qui écrivent des mangas, c'est ceux qui les dessinent. Ils ont une liberté créative totale. J'ai une profonde admiration pour ça. J'ai une histoire à raconter, vous savez quoi, je vais la dessiner. La voilà. Dans le milieu du cinéma ou de la série, on prend Mike White qui fait White Lotus. Le type est scénariste et il est réalisateur. Et évidemment, c'est une puissance incomparable. Je sais aussi que, en tout cas dans les communautés asiatiques, il y a une frustration évidemment de ne pas être assez à l'écran. Et donc évidemment, c'est de dire, OK, je vais raconter, je vais écrire. Si j'attends d'être comédien, qu'on vienne me choisir, il ne se passera rien parce que évidemment, le marché est ce qu'il est. Donc il faut écrire ses propres histoires et les réaliser. Évidemment, c'est plusieurs cordes à son arc. Donc maintenant, ce dont il faut être sûr, c'est c'est un peu comme lorsqu'on fait un triathlon ou un Ironman. C'est-à-dire qu'on commence par 4 km de natation, ensuite on fait 180 km de vélo et on termine par 42 km de course. Okay, et si on est nul à l'un des trois, c'est pas la peine de le faire, ce triathlon. Hein. Donc y a un truc qui fait que j'encourage les gens à écrire leurs propres histoires et à les réaliser, bien sûr, mais à un moment donné, il faut que le talent soit là. C'est-à-dire que si votre force, c'est la réalisation, mais pas l'écriture, vous pouvez vous acharner comme vous voulez sur l'écriture. Ça va donner des films qui sont peut-être visuellement jolis, mais qui auront quelque chose où l'écriture ne sera pas au rendez-vous. Et de la même manière, si on écrit et qu'on réalise mal, ce que je ferais sans doute, c'est-à-dire que je prends déjà à la base des mauvaises photos. Alors, qu'est-ce qui ferait que je deviendrais un bon réalisateur ? On me dit toujours, tes photos sont ratées. Ouais, c'est vrai. Et donc je pense qu'il faut, évidemment, ce serait formidable d'avoir tous ces super pouvoirs concentrés en un, mais il faut être conscient de ses propres limites. Je pense que c'est ça le truc.
Moi, j'aimerais savoir comment tu appréhendes la montée de l'IA, comment tu utilises l'IA aujourd'hui et est-ce que tu as un recul aussi entre l'utilisation de l'IA dans votre secteur entre les États-Unis et la France? L'IA, quand c'est arrivé, évidemment, il y a eu un phénomène chez les scénaristes de qu'est-ce qui se passe. Et donc, ma réaction initiale, c'est-à-dire, si c'est le diable, il faut que je fasse sa connaissance. Parce que sinon, ça n'a pas. Je peux toujours le diaboliser et dire, mais apprenons à l'utiliser avant de rentrer là-dedans. Donc, c'était pas une démarche naturelle pour moi. Je me suis dit, voilà. Donc j'ai commencé à me familiariser avec ChatGPT et je suis rentré dans la matrice. J'ai étudié et aujourd'hui, en mars 2026, je sais que créativement, ChatGPT ne m'apporte absolument rien, mais zéro, rien du tout. Si je lui demande d'avoir des idées créatives, il va me sortir les choses les plus banales de l'histoire, des histoires sur la planète. Donc ça n'a pas d'intérêt pour moi. En revanche, ChatGPT me fait gagner du temps si jamais je dois faire la synthèse. Par exemple, un scénariste, souvent on lui dit écris 6 pages sur un truc et on dit ah ouais c'est un peu long, on fait ça en 2 pages. Et c'est très compliqué, c'est un boulot qui peut prendre pour moi ça peut prendre des jours. C'est-à-dire dire c'est quoi la substantifique moelle de ce que j'ai écrit en 6 pages et comment je peux la traduire en 2 pages. Parfois je me retrouve à dire vas-y fais ça en 2 pages et je vois le truc, je vois qu'il manque des choses, mais je dis c'est incroyable, c'est quand même, il m'a fait gagner 3 jours. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai aussi le secret, c'est pas un secret en même temps, c'est lorsqu'on écrit, on est scénariste, il y a ce document qu'on appelle la Bible avec la note d'intention. C'est dire voilà quelle est la thématique de ma série, de mon projet, ce genre de choses. Voilà pourquoi j'ai voulu faire ça. Et je trouve que ChatGPT est plutôt bon là-dedans aussi. C'est-à-dire que j'arrive moi-même à identifier des choses, donc je les écris, et parfois ChatGPT me trouve des choses, il me dit, voilà, c'est aussi un thème sur la piété filiale, et je me dis... Parce qu'en réalité, je ne parle que pour moi. Moi, j'écris mes séries, j'ai des idées, et souvent, la thématique ne m'apparaît qu'après. Je n'ai pas cette vertu de me dire, en fait, ma thématique principale, c'est ça, et je vais créer une série à partir de ça. C'est souvent le contraire. Donc, je découvre souvent ma thématique après. Et donc, là, j'ai essayé récemment, et en fait, ChatGPT, parfois, voit mieux les thématiques que moi. Et en même temps, voilà, c'est un document commercial, c'est un document dont l'écriture diffère totalement de l'écriture des scénarios. C'est pas du tout... c'est un document de vente, c'est un document... c'est pas un scénario, c'est pas un séquencier, c'est pas du tout des dialogues. Donc, c'est une autre forme d'écriture qu'on nous demande, nous, les scénaristes, de savoir faire aussi. Donc, ChatGPT a une sorte de rôle d'administrateur pour moi. Mais en tant que partenaire créatif, pour l'instant, ChatGPT n'est pas du tout au niveau. Et j'espère que ça va durer longtemps, mais en réalité, je n'y crois pas tellement. Je vais étudier au fur et à mesure la bête pour voir comment elle se comporte. Mais c'est fascinant et évidemment pour nous terrifiant en même temps, parce que la dernière étude d'Anthropique montre que le métier des arts, mais ce n'est pas très précis, c'est-à-dire que le métier des arts, médias et arts, ce sera un des métiers les plus touchés par l'IA. Mais je me dis, ça veut dire quoi ? En ce moment, il y a un grand débat sur la propriété, justement, dans le monde créatif. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment on peut définir qui est le vrai propriétaire d'une œuvre réalisée, augmentée, aidée par une IA ? Je vais te répondre sincèrement que je n'en sais absolument rien. Il m'arrive d'être un peu perdu par ces questions. Ça me rappelle ce documentaire sur Jurassic Park et de ILM, qui est la boîte d'effets spéciaux de George Lucas. Et donc, lorsqu'ils font ça, c'est encore des effets mécaniques. Et arrivent 2 mecs avec des ordinateurs qui disent « Mais vous savez quoi, on va faire les dinosaures de manière numérique. » T'as les mecs qui font des grandes marionnettes de trucs qui disent mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Tu les vois bosser et la première chose qu'ils font à un moment donné, ils font une démonstration d'un T-Rex qui court. Et l'effroi, la stupeur. Il y a des gens qui ce jour-là ont vu ça et ont dit mon métier est mort. Et donc moi je suis un peu dans cette figure, c'est que je sais que je le vois venir, l'IA, je le vois, je sens son souffle sur ma nuque, mais je ne sais pas encore quand il va me... Donc je fais comme s'il n'était pas là. Pour l'instant, je suis comme ça là, mais voilà, il y a ce truc où à un moment donné, il va me tordre la nuque, c'est sûr.
Mais voilà, mon espoir, c'est que je sois suffisamment vieux et après, il me calculera plus. Je sais qu'il y a Sophie Mougin qui est dans la salle qui a créé l'école Nouvelles Écritures, une école pour écrire des séries, dont un élève aussi qui est là. Et merci Sophie d'avoir ce genre d'initiative pour avoir de nouveaux talents, de nouveaux créatifs. On peut l'applaudir aussi. Sophie, est-ce que tu aurais un mot à dire par rapport à cette industrie ou pas? Je sais pas. Je te force un peu la main. Mais... Merci Linda. Non, je suis toujours aussi admirative du parcours de Cook, que tu es venu à l'école il y a quelques jours et tu as pu aussi faire cette masterclass et ces échanges avec nos étudiants. Je suis également d'origine vietnamienne, donc ça me parle quand il parle de ses pleurs et de Saigon, qui m'a aussi beaucoup heurtée, on va dire, et en même temps réjouie que cette histoire puisse exister. Merci de me donner la parole. En fait, l'école Nouvelles Écritures est donc gratuite, ouverte à tous. On forme des scénaristes de séries, mais également des techniciens. Et je dois dire que mon plus grand étonnement est que la communauté qui candidate le moins chez nous, c'est la communauté asiatique. Donc je vous encourage à passer le mot sur l'existence de Nouvelles Écritures, qui est une école gratuite, qui forme des scénaristes depuis 5 ans. C'est notre 5e promotion. Nos scénaristes travaillent, ont des agents, et on commence enfin à avoir des noms et des histoires différentes. Voilà, mon engagement était de diversifier les profils et diversifier les histoires qui nous sont racontées. Et c'est vrai que quand je vois des succès, des carrières aussi réussies que la tienne, Cook, ça encourage. Et je pense que ce rôle modèle que tu peux incarner est aussi importante que tu prennes la parole aujourd'hui. Merci Linda et merci Cinémasio. Merci Cook. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Quoc Đông Tran. Personnellement, j'ai été très marquée par sa vision du métier et cette idée du bricolage identitaire. C'est inspirant de voir comment une trajectoire personnelle peut devenir une force pour parler au monde entier. Un immense merci à Quoc pour sa générosité et sa sincérité. Merci au Forum des Images pour l'accueil, au Festival Cinémasio pour ses 3 jours de cinéma riche de rencontres, de talents et de représentation des cinéastes asio-descendants en France. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à faire vivre l'épisode. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Instagram, TikTok, Facebook et nous retrouver en vidéo sur YouTube. Pour aller plus loin, vous pouvez rejoindre notre communauté Discord à travers l'association Banmi Club ou faire un tour sur notre Hello Asso pour découvrir notre merch. Et enfin, le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, c'est de nous laisser 5 étoiles sur Spotify, un commentaire sur Apple Podcast. Votre soutien, c'est notre moteur pour continuer à raconter nos histoires. À très bientôt pour un prochain épisode.